Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pédagogie, crise, mémoire, repère. Collection dirigée par Loïc Chalmel, Michel Fabre, Jean Housset et Michel Soétard. La collection Pédagogie, crise, mémoire, repère répond à un triple objectif. 1. Elle se propose de soumettre à la réflexion théorique les problématiques et les situations de crise qui agitent le monde pédagogique. 2. Elle vise à vivifier les mémoires historiques capables d'éclairer le pédagogue pour l'action présente. 3. Elle entreprend de décrypter les repères philosophiques, éthiques, politiques qui portent le pédagogue en avant des réalités. Dernière parution. Nawar Oussama, Paulo Freire, Figure du pédagogue, imaginaire du pédagogique, 2014. Weisser Marc le chercheur, sa recherche, ses méthodes. De quelques questions épistémologiques aux sciences de l'éducation, 2014. UBR-ICH Gilles, La méthode intuitive de Ferdinand Buisson, Histoire d'une méthode pédagogique oubliée, 2014. Cohan Walter Omar, Socrate, Enseigner ce paradoxe, 2013. Chalmel Loïc Coord, Espace et dispositifs en éducation, 2013. RUOLT Anne, Louis-Frédéric François Gautet, 1795 à 1864, Pasteur et pédagogue, 2013. FIRODE Alain, Théorie de l'esprit et pédagogie chez Karl Popper, 2012. Hubert Bruno, Faire parler ses cahiers d'écoliers, 2012. Vincent Hubert, Le peuple enfant et l'école, Pourquoi pas Alain, 2012. Chalmel Loïc Pestalozzi, Entre école populaire et éducation domestique, 2012. Les auteurs. Véronique Delaune, professeure certifiée d'éducation physique et sportive et conseillère pédagogique en Aix, Direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Eure. Florence Déon, professeure des écoles, maître formateur, Académie de Rouen. Christophe Lacaille, professeur certifié de lettres Université de Rouen, IUFMESPE. Martine Jannerraimondi, maître de conférences en sciences de l'éducation, Université de Rouen. IUFMESPE, laboratoire CIVIIC. Françoise L'Huissier, professeure des écoles, maître formateur et directrice d'école d'application, Eure. Éric Morrison, conseiller pédagogique ASH, Direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Eure. Jean-Luc Pasquier, professeur des écoles spécialisées, option F, SECPA, Eure. Marie-Pierre Pillet, proviseur de lycée, Eure. Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des membres de notre groupe de réflexion ainsi que les collègues qui ont soutenu d'une manière ou d'une autre notre travail. Philippe Patreau, Jean L'Huissier, Françoise Fleury, Bruno Maheu, Franck Jamet, Claire Carrère-Godbout, Madame Périgot, Gérard Toupiol, Hervé Boulier et Rémi Janneur. Présentation. La prise en compte la difficulté scolaire par l'école n'est pas nouvelle. Parmi les nombreux dispositifs qui se sont succédés au cours des 20 dernières années, le Programme personnalisé de réussite éducative, PPRE, constitue en quelque sorte un aboutissement juridique dans la mesure où l'aide aux élèves en difficulté s'inscrit à présent dans un article de loi. Une telle inscription enjoint tous les enseignants à prendre en compte les difficultés que peuvent rencontrer les élèves, en particulier celles qui risquent de les freiner durablement dans leur parcours scolaire. Le présent ouvrage résulte des travaux réalisés entre 2007 et 2010 portant sur la mise en œuvre de PPRE par une équipe pluricatégorielle qui s'est mise en place alors au sein de l'IUFM de Haute-Normandie. Constituée sur la base du volontariat, cette équipe réunissait des formateurs issus de différentes catégories professionnelles. Conseillers pédagogiques spécialisés en enseignement adapté, professeurs maîtres formateurs attachés à l'IUFM, directrice d'école d'application et professeur du second degré en poste à l'IUFM. Une maître de conférence, enseignant à l'IUFM, a assuré la coordination de l'équipe dans le cadre d'un dispositif appelé Groupe de réflexion pour l'innovation et la formation, GRIF, spécifique à ce centre de formation. Après avoir présenté les aspects méthodologiques de leur démarche et identifié les enjeux du PPRE dans un premier chapitre, les auteurs rappellent, dans le chapitre 2,
le cadre réglementaire à l'intérieur duquel évolue ce dispositif et précise les différentes étapes d'un programme, de l'évaluation diagnostique initiale des besoins de l'élève jusqu'à celle des effets du dispositif. Les chapitres 3 et 4 décrivent ensuite, sur la base d'expériences de terrain, différents PPRE qui ont pu être observés et pratiqués à l'école primaire et au collège. Les exemples cités illustrent la démarche suivie par les enseignants, du cycle 2 au collège. Le chapitre 5 revient sur le rôle de l'équipe éducative dans la réussite du dispositif, notamment sur l'importance de l'implication personnelle du chef d'établissement, directeur d'école ou principal de collège. Le dernier chapitre tente de porter un regard évaluatif sur les résultats. Il insiste sur 2 conditions de la réussite des PPRE: la reconnaissance de la place de l'erreur et l'importance de l'implication des familles. Si le pédagogue se reconnaît à la prise en compte des difficultés autour des problématiques de l'enseignement, apprentissage, éducation, alors, nul doute que les praticiens et les formateurs qui se sont attelés à ce dispositif PPRE alors même qu'aucune formation le concernant n'était dispensée à ce moment-là, relèvent de cette catégorie. Leur engagement est signe de la valeur réelle qu'ils accordent à l'éducation, et leur dynamique de changement renvoie au fait que les tâches d'enseignement, apprentissage, éducation ne sont jamais acquises définitivement. Donner la parole aux acteurs afin qu'ils témoignent des efforts et des pratiques réalisés pour faire vivre ce dispositif d'aide était nécessaire, qu'ils soient ici remerciés. Cet ouvrage a valeur de témoignage des effets concrets suite à une injonction institutionnelle. Top-down, qui laissait les acteurs de terrain et de formation s'en débrouiller pour lui donner quelconque existence. Aussi, à travers les chapitres, les initiatives ou les extensions de pratiques pour soi, le point de vue des acteurs sont donnés à lire non comme des modèles d'innovation et de bonnes pratiques à imiter, mais comme traces des changements induits par la démarche de prise en compte des élèves à besoins éducatifs spécifiques dans le cadre du quotidien de la classe dite ordinaire. Qu'un hommage symbolique soit rendu à leur implication, pour aider les élèves à besoins éducatifs spécifiques et relever le défi de la difficulté scolaire. Code de l'éducation. Code de l'éducation. Article L11A1, l'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances. Outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs. Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale. Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisées et des zones d'habitat dispersées, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisées. 1. Prendre en compte la difficulté scolaire. Martine Janner, Raymondi. L'article L311.3.1 du Code de l'éducation dispose que, à tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose aux parents ou au responsable légal de l'élève de mettre conjointement en place un programme personnalisé de réussite éducative. Ce dispositif se comprend comme un plan d'action coordonné entre elles dont le but est de répondre ou de prévenir la grande difficulté scolaire. Il pourrait à première vue s'inscrire dans le cadre d'une lutte contre l'échec scolaire en vue de rendre l'école plus efficace mais aussi plus équitable. Cependant, entre l'annonce de la réussite au plan éducatif et sa concrétisation, il existe une marge qui interroge. Que signifie ici réussir ? Quelle conception de la justice se trouve mise en jeu par un tel dispositif ?
Pourquoi avoir changé de dispositif d'aide en passant de l'ancien programme d'aide et de progrès PPAP à l'actuel programme personnalisé de réussite éducative PPRE? Ne s'agit-il que d'un simple changement d'appellation? Ou bien existe-t-il des modifications profondes entre les deux? Quels sont les ancrages institutionnels communs au niveau des textes officiels, mais aussi quelles spécificités se dégagent de ces dispositifs? Par ailleurs, après examen du rapport d'expérimentation sur les PPRE, que deviennent-ils sur le terrain? Lorsqu'ils sont mis en place, comment le sont-ils? Sous quelle forme le sont-ils? Quels facteurs semblent favorables à leur efficience? Quelle dimension se trouve ajoutée avec la notion de personnalisation? Quels sont les enjeux d'une prise en compte de la difficulté au sein de la classe dite normale? Enfin, ce dispositif promeut-il l'équité au détriment de l'égalité ou bien conduit-il à redéfinir la notion même d'égalité? Dit autrement, le PPRE serait-il le révélateur d'une ère éducative nouvelle ou bien se réduit-il à un simple effet d'annonce? Tel est l'ensemble des questions soulevées par l'étude de ce dispositif. Après avoir présenté brièvement les aspects méthodologiques et le recueil des données, cet ouvrage aborde successivement le sens et les enjeux du dispositif PPRE dans le cadre d'une mise en perspective des textes institutionnels portant sur la prise en compte de la difficulté au cours de ces 30 dernières années, les premiers bilans dressés, suite à la période expérimentale, des exemples de pratiques mises en place tant à l'école primaire qu'au niveau du collège. Enfin, il tente de préciser les enjeux de tels dispositifs tant au niveau des équipes pédagogiques qu'à celui des relations entre les familles et les écoles. À aspect méthodologique. La complexité des questions soulevées nous conduit à croiser les approches du problème et les méthodes de résolution. D'une part, au niveau des textes officiels, il convient d'interroger non seulement les significations qu'ils véhiculent mais également le réseau dans lequel ceux-ci s'intègrent. Ainsi, partant du PPRE en tant que dispositif d'aide pour résoudre les difficultés d'un élève donné, pour en comprendre la spécificité, encore fallait-il établir un lien avec l'ancien PPAP lui-même en lien avec les textes antérieurs sur les questions d'aide. Ce travail d'analyse textuelle et intertextuelle nous apportera, comme nous le verrons par la suite, un éclairage sur l'historique de la notion d'aide prônée dans les documents officiels. Dans un deuxième temps, nous ferons état des observations menées dans le cadre de la mise en place des PPRE dans des classes du premier et du second degré. Ces dernières ont permis d'élaborer des monographies. Cet aspect de la recherche nous autorise à catégoriser celle-ci sous le label des recherches qualitatives et contextualisées, au sens de Marcel 2004. Ce travail opère une double lecture. L'une, qui se situe au niveau d'une théorisation des pratiques observées, l'autre, qui croise l'analyse des pratiques observées avec l'analyse des textes officiels afin de cerner les liens aussi bien divergents que convergents entre les prescriptions institutionnelles d'une part et les appropriations que s'en font les enseignants d'autre part. Par ailleurs, nous avons croisé ces analyses avec deux autres sources d'information. L'une, au niveau des discussions menées dans le cadre d'une équipe pluricatégorielle, PEMF, conseiller pédagogique et PIUFM, qui s'est réunie sur le thème de la mise en place des PPRE, depuis 2 ans à raison d'une moyenne de 4 réunions par an, des réunions du comité de pilotage académique. L'équipe pluricatégorielle correspond à un dispositif mis en place au sein de l'IUFM de Haute-Normandie réunissant, sur la base du volontariat, des formateurs volontaires de différentes catégories professionnelles. La finalité de ce dispositif vise à constituer un groupe autour de questions d'actualité en vue de réfléchir à leurs enjeux pour la formation et l'innovation. Ce dispositif interne appelé Groupe de réflexion pour l'innovation et la formation, GRIF, était constitué de 2 conseillers pédagogiques spécialisés en enseignement adapté, d'un professeur maître formateur rattaché à l'IUFM, une directrice d'école d'application et de 2 professeurs du second degré en IUFM. À raison de 4 réunions de 3 heures par an, l'objectif de ces rencontres était de concevoir un stage de formation de formateurs sur le thème étudié. Ce groupe s'est réuni durant 3 ans. Plusieurs tâches ont été réalisées en dehors de ces réunions, comme par exemple l'observation de séances de PPRE dans l'école où travaillaient quelques-uns des membres du groupe, mais aussi dans un collège du département réputé pour mettre en place les PPRE,
ou la participation à diverses rencontres avec des enseignants. Lors de celles-ci, nous avons cherché à échanger d'une manière non directive afin de cerner leur manière d'appréhender le dispositif et le bilan que ces enseignants dressaient. B. Sens et enjeux du PPRE, au regard des textes institutionnels. Le dispositif PPRE est issu d'un contexte qu'il convient de ne pas omettre. Comme l'écrit Streetmatter, 2004, face à l'échec relatif de 30 années de lutte contre les inégalités scolaires confirmées par les résultats de PISA, et au regard des nouvelles exigences socio-économiques et culturelles, les responsables sont contraints de faire toujours plus avec toujours moins. Le milieu éducatif n'échappe pas au cadre sociétal qui est le sien, en quête de performance et de rentabilité. Cette conception de l'école fait écho à la sociologie critique de Pierre Bourdieu, 1998, et Louis Althusser, 1970, qui inscrivent l'école dans un champ social de force autour d'enjeux spécifiques. En tant qu'appareil idéologique de l'État, l'école constitue ainsi un lieu et un enjeu eu égard aux forces sociales, économiques, politiques et culturelles en présence. Le changement institutionnel descendant, rendu explicite par des textes de loi sur le mode injonctif, place l'école au cœur d'un champ de force en tension entre, d'un côté, son rôle d'appareil idéologique de l'État, Althusser 1970, de l'autre des attendus inscrits en écho au mouvement de mondialisation qui façonne les projets de société, enfin, la liberté pédagogique laissée aux enseignants sur le terrain. L'injonction juridique de mise en place de PPRE place ainsi concomitamment les professionnels de l'école dans un rapport d'obéissance et de responsabilité quant à la réalisation concrète de ce dispositif, sans laquelle ce dernier ne serait que lettre morte. Ainsi chaque établissement scolaire se présente-t-il non seulement comme objet, mais également comme acteur de changement, pris en tension dans une dynamique, Baby 2012, non sans lien avec un contexte et un cadre tant localement que globalement qui sont extérieurs à lui. Au plan du contexte global de la prise en compte de la difficulté scolaire, en France ces 30 dernières années, une donnée vient corroborer cette exigence de devoir faire face à une hétérogénéité croissante des élèves, la baisse des effectifs d'élèves du premier degré suivant un enseignement spécialisé, relevant de l'adaptation et de l'intégration, entre-temps devenue inclusion scolaire. Entre 1980 et 2007, ces effectifs ont diminué de 62,51% neuf. Dans le même temps, le taux de fréquentation globale de l'école n'a diminué que de 10,17%, soit une proportion bien moindre. Ces chiffres permettent de comprendre que la prise en compte de la difficulté scolaire s'est très notablement déplacée de la prise en compte spécialisée, située à l'extérieur de la classe, vers le quotidien de la classe dite normale. Or, dans le même temps, les enseignants consultés disent n'avoir eu que peu de formation sur la prise en compte de la difficulté scolaire. Une enquête du Centre de recherche sur l'éducation spécialisée et l'adaptation scolaire, CRESAS, de 1991 auprès des inspecteurs de l'éducation nationale corrobore cette indication en révélant que si ces derniers sont largement favorables à la politique de cycle, nombre d'entre eux pointent le manque de formation des écoles et de leurs encadrants. 1. Une prise en compte de la difficulté qui évolue au fil des textes. Dès 1977, un arrêté précisant l'organisation des actions de soutien dans les écoles et les collèges précise que celles-ci sont destinées aux élèves qui éprouvent des difficultés temporaires, dans les domaines du français et des mathématiques. Ces dernières font l'objet de séances de travail particuliers au cours desquelles les élèves concernés sont réunis en groupes d'effectifs restreints permettant un enseignement approprié à leur cas. Elles sont organisées à l'initiative et sous la responsabilité du maître, prennent place dans l'emploi du temps hebdomadaire normal de la classe, sans excéder 30 minutes par jour ni 2 heures par semaine. À cette date, la prise en compte de la grande difficulté par le maître de la classe n'est pas encore à l'ordre du jour, pas plus d'ailleurs que la notion de travail d'équipe. Face à la difficulté temporaire, le maître est seul à déclencher et à assumer la mise en place de procédures de soutien. Il convient de noter toutefois que l'arrêté comporte des éléments descriptifs de préconisation concernant les caractéristiques de la pédagogie de soutien, que nous ne développerons pas ici, mais cela nous fait dire que l'enseignant n'est donc pas sans éléments de réponse du point de vue institutionnel. Il faudra attendre la circulaire du 26 novembre 1998 pour voir apparaître la notion de programme personnalisé d'aide et de progrès,
PPAP, en vue d'apporter une aide aux élèves en grande difficulté, voire même en situation d'illettrisme, sans bien évidemment affaiblir les actions en direction des autres élèves en difficulté. Ce texte établit un lien entre les évaluations nationales en début de CE2 et de 6e, mises en place depuis la loi d'orientation de 1989, et l'élaboration d'un diagnostic individuel des besoins pour les élèves concernés. En outre, le PPAP est construit avec l'élève et en partenariat avec ses parents. Prévu à l'issue des évaluations CE2, ce programme, qui ne s'adresse en conséquence qu'aux élèves de cycle 3, vise également à faire apparaître les acquis et les motivations sur lesquels s'appuyer pour le travail à venir et pour l'associer à l'envie de progresser et de réussir. La circulaire annonce ainsi le moyen de relancer la dynamique des apprentissages auprès des élèves. D'une part, par le diagnostic des besoins, rendu possible par l'analyse des réponses de l'élève aux épreuves de l'évaluation, d'autre part par la recherche d'une meilleure connaissance de l'élève afin de l'associer dans cette démarche de progrès. Il est essentiel de commencer à valoriser l'élève pour le faire démarrer sur de bonnes bases. Enfin, la construction du PPAP est présentée comme la résultante d'un travail de l'équipe pédagogique au sein d'un conseil des maîtres, auquel sont associés les réseaux d'aide. Ce programme prévoit des évaluations régulières afin de vérifier que certaines difficultés sont surmontées et d'effectuer les ajustements qui se révéleront nécessaires. Les contours d'une démarche de travail sont dessinés. L'évaluation vise moins à sanctionner qu'à réguler l'action éducative. Le travail d'analyse inhérent au diagnostic repose non pas sur le maître de la classe, mais sur les compétences de l'équipe pédagogique. En outre, une telle démarche ne saurait aboutir si n'était requise la participation de l'élève et de ses parents. Cette démarche de travail s'inscrit dans la lignée de la loi d'orientation de 1989. Pour autant, il est intéressant de noter ce commentaire qu'en fera Y. Bautin, inspecteur général de l'Éducation nationale, dans la préface d'un ouvrage consacré au PPAP. Sans action nationale particulière d'information de l'encadrement des écoles, sans campagne de sensibilisation des maîtres et sans outils permettant de mettre concrètement en œuvre le PPAP, ce texte s'est rapidement noyé dans le flot, aussi hétéroclite que puissant et en inflation régulière, des publications réglementaires du BO. Il n'a pas eu spontanément l'impact qu'il aurait mérité. Il faudra attendre l'enquête nationale conduite en 2000 à 2001 par l'Inspection générale de l'Éducation nationale sur le thème de la mise en œuvre des PPAP au service d'une meilleure maîtrise des langages, pour que la démarche connaisse la phase d'explicitation qui lui avait trop souvent manqué et pour qu'elle soit enfin mise sur le métier, par les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'Éducation nationale. À ce jour, nous n'avons pas trouvé trace de cette enquête. En revanche, la circulaire du 16 novembre 2000 apporte des précisions importantes, notamment celle de l'analyse des erreurs afin non seulement de repérer les obstacles à la réussite, mais aussi d'identifier les acquis en vue de définir les objectifs, de préciser les étapes et les échéances pour une nouvelle évaluation. En référence explicite à la précédente circulaire du 18 novembre 1998, le texte rappelle qu'il s'agit de travailler pour et avec les élèves en vue d'identifier les exigences prioritaires et de valoriser les réussites. Une échéance est néanmoins posée. Ce travail doit être effectué avant la fin du mois de novembre. Par-delà cette exigence, une distinction est opérée entre activités de consolidation et de remédiation selon le niveau de difficulté. Pour les élèves qui bénéficient d'un PPAP, le texte spécifie Q', il n'est pas suffisant de répéter à l'identique ce qui a été fait. Il faut proposer des démarches différentes, utiliser des supports et des techniques variées. Le maître ne peut laisser les élèves seuls face à la tâche. La différenciation de l'action pédagogique était ainsi clairement annoncée et attendue. Ces précisions nous invitent à penser que l'attente institutionnelle concernant l'évaluation se veut moins une évaluation-sanction qu'une évaluation au service du diagnostic des besoins des élèves d'une classe concernée. Concernant les membres des réseaux d'aide, le texte utilise le mode injonctif doublé d'une écriture de couleur rouge pour préciser le rôle attendu. Les membres des RASED doivent considérer qu'ils ont à prendre leur part de cet effort en faveur de la réussite scolaire. Le texte engage également les équipes de circonscription, et notamment les conseillers pédagogiques à consacrer une part importante de leur temps à aider les équipes pédagogiques.
Il prévoit également de recueillir mais aussi de diffuser, par le biais des sites académiques et départementaux, le fruit des bilans dressés par les conseils des maîtres de cycle pour établir avec les équipes de circonscription un inventaire des initiatives pertinentes, des stratégies efficaces et des outils adaptés. Comme nous pouvons le voir à travers l'examen de ces textes institutionnels, entre 1998 et 2000, si l'esprit du PPAP reste le même, les considérations de mise en œuvre se précisent, des rôles sont attribués, des échéances fixées et des distinctions pédagogiques opérées. C'est dans la loi d'orientation du 23 février 2005 qu'apparaît le Programme personnalisé de réussite éducative, PPRE, dont la mise en place sera rendue obligatoire à la rentrée 2007 dès lors qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle. L'inscription d'un tel dispositif dans un texte de loi contient une symbolique qu'il convient de chercher à comprendre. Dans la hiérarchie des textes juridiques, la loi vient juste après la Constitution alors qu'un décret vise à rendre explicite l'application de la loi et que la circulaire, d'un point de vue juridique, se situe à un niveau inférieur au décret. Ainsi, l'inscription du PPRE dans 2 articles de la loi signifie 2 choses à nos yeux. D'une part, elle oblige les enseignants et les équipes pédagogiques à le mettre en application. D'autre part, elle révèle l'importance que la représentation nationale accorde à ce dispositif. Pourquoi ce passage par un texte de loi ? Comment comprendre ce changement ? Le détour par la loi nous contraint à rechercher les motifs que justifieraient un saut qualitatif en matière de hiérarchie des normes du droit. Si le législateur estime qu'il faut en passer par un texte de loi, est-ce le signe d'un enjeu de préoccupation de justice en lien avec l'égalité des chances ? Ou bien, s'agit-il d'un effet d'annonce propre à donner à voir et à afficher la présence de l'État sans pour autant aller plus avant dans la prise en compte réelle du principe républicain d'égalité des chances ? Le droit peut se comprendre ici comme l'institution de ce qui apparaît juste à une société donnée, en un temps donné. La mise en perspective des textes institutionnels depuis 1977 a montré que la prise en compte de la difficulté s'était déplacée vers la classe dite normale, mais avec l'aide de l'équipe pédagogique élargie, de l'élève et de sa famille. Ce glissement opéré également au niveau de la nature des textes renvoie à une conception évolutive du statut de la difficulté mais aussi de son traitement. Pour essayer de clarifier ce qui apparaît juste en matière d'éducation, à un temps T, alors même que l'ancrage de la question scolaire s'inscrit dans un contexte de mondialisation, il convient d'élargir le champ d'étude en allant regarder les travaux du Forum mondial de l'éducation qui s'est tenu à Dakar en 2000. Au cours de ce dernier, notamment en lien avec la Convention relative aux droits de l'enfant, nous repérons la notion d'éducation de qualité, laquelle souligne non seulement la nécessité de réaliser l'éducation pour tous, mais aussi celle d'améliorer la qualité de l'éducation. Cette qualité de l'éducation renvoie à améliorer sous tous ses aspects la qualité dans l'éducation et garantir son excellence de façon à obtenir pour tout des résultats d'apprentissage reconnus et quantifiables, notamment en ce qui concerne la lecture, l'écriture, le calcul, ainsi que l'aptitude et les compétences à se prendre en charge. Les compétences visées dépassent le seul cadre des apprentissages scolaires du lire, écrire, compter. Elles englobent les notions d'autonomie et de responsabilité. L'exigence pour tous d'apprentissage en termes quantifiables est libellée sous forme de compétences qui nécessitent la certification toujours actualisée par un tiers. La compétence n'est en effet pas acquise ad vitam aeternam, révèle 2 choses. Tout d'abord, l'impact d'une forme d'idéologie entrepreneuriale d'économie libérale dénoncée, notamment par l'économiste Annie Vinocure, 2003, dans son analyse des doctrines éducatives contenues dans les discours des organisations internationales au cours du dernier demi-siècle, dont se seraient inspirées les lois éducatives des pays occidentaux en lien avec les besoins immédiats des économies dominantes en main-d'œuvre formée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.